Salut tout le monde et bienvenue dans une vidéo d'un style suranné car cette fois-ci j'ai décidé de sortir le vieil équipement afin de vous souhaiter une bonne année. Alors ça peut sembler relativement hypocrite quand on pense précisément à ce qui se passe actuellement, mais il faut se dire que ça part d'un bon sentiment, d'une bonne envie d'essayer de renouer avec les traditions, car il faut dire que la dernière fois que je vous ai pas souhaité une bonne année, il me semble que le coronavirus a suivi relativement proche et qu'on ne sait jamais, soyons superstitieux, imaginons que le fait de souhaiter une bonne année et en fait un effet positif sur le fait que les gens ils aient une bonne année par la suite. Je le répète, cela semble peu probable quand on a vu la progression des choses d'année en année, ces 3 dernières années. Cependant, voilà, admettons, cela part d'un bon sentiment et dans cette vidéo-ci, non seulement je vais vous informer de mes incroyables aventures pour les 365 jours à venir, mais je vais surtout souhaiter une bonne année. Est-ce que je vous ai souhaité une bonne année? Il me semble que je vous ai souhaité une bonne année, donc voilà. Je vous dis à tout de suite après un générique. J'ai oublié de prendre ce qu'on appelle traditionnellement une petite cuillère. Alors une petite cuillère, il me semble que j'en ai une ici. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes dans la cuisine du cottage familial, hein, bien entendu. Cela sonne très bien. Et il se trouve de manière assez claire que l'idée de vous souhaiter une bonne année, il me semble que c'est une idée valide. Alors il faut aussi se dire que si vous suivez les nouvelles, on peut se demander à quel point elle sera bonne cette année 2022, je ressens tellement que j'ai oublié, ce n'est pas un signe évident d'une maladie mentale quelconque qui fait que j'oublie les choses, c'était un effet dramatique. Donc, admettons, 2022, si vous avez vu aujourd'hui les informations de l'ordre de où en est l'inflation pour les producteurs, c'est-à-dire l'inflation avant même qu'on vous vende quelque chose, sachant bien entendu qu'en 2021, l'inflation était, pour peu que vous soyez en Amérique, de l'ordre de 10 à 11%, et que si vous êtes en Europe, de l'ordre de 6 à 7, en sachant bien entendu que les productions vivrières seront les plus touchées car ce sont celles qui sont actuellement sous le coup d'une augmentation de l'ordre de 120% du coût de production des fertiliseurs à base d'ammoniac. Donc l'année prochaine, attendez-vous à ce que le coût de la vie augmente davantage. C'est toujours utile à dire. Alors pourquoi est-ce que je suis en train de vous en parler? C'est très simple, c'est qu'on sait maintenant que le prix de l'électricité en particulier a augmenté en Allemagne. Alors il faut pas oublier que l'Europe est un gigantesque système financier et scientifique et économique qui sert de manière assez claire les besoins d'un pays qui est un pays alémanique. Je ne sais pas si vous le saviez, mais vous l'auriez peut-être constaté, que donc le coût de l'électricité, parce qu'ils ont décidé de sortir du nucléaire, ce qui part d'un bon sentiment aussi, hein. Personne n'a envie de voir un Chernobyl de plus ou un Three Mile Island ou ce qui s'est passé à Fukushima arriver près de chez nous. Voilà que le coût de l'électricité va être d'à peu près 400 à 500% supérieur en en Allemagne, hein, que l'Amérique, on ne sait pas où ils en sont, mais ils sont en train de détruire leur production d'énergie locale pour des raisons qui sont du même ordre. L'idée d'un Green New Deal, qui part d'un bon sentiment, hein, je dis pas le contraire. Maintenant, la question qui se pose, c'est peut-être que on avait 40 ans pour avoir une solution et pas simplement sortir du nucléaire et voir les prix de l'énergie augmenter de 400 à 500%. Donc ça, c'est l'Allemagne. Et en France, bien entendu, vous le savez, ce matin, 2 centrales nucléaires EDF ont été fermées, mais on a trouvé des fissures sur leurs réacteurs. Donc il faut imaginer que du point de vue de ce que ce sera vivre en Europe niveau coût, vous savez sans doute, et vous l'aurez remarqué, que certains steaks ont déjà augmenté de l'ordre de 50% cette année. Je ne sais pas si vous faites des efforts pour vous nourrir correctement au quotidien, que donc vous buvez, vous mangez énormément de lait. Le lait n'a pas augmenté, hein, ça c'est quelque chose, les producteurs de lait ils semblent maudits d'une manière assez claire, mais voilà. Alors pourquoi est-ce que je fais du thé dans une théière? C'est simple, l'intégralité de mes théières présente un défaut un peu comme les centrales UDF qui font tomber leur délicieux contenu sur les tables qui sont autour, dit-il, en mettant un peu du thé partout. Donc voilà, ça c'est les questions économiques. On peut se poser des questions quant à la survie de ce système avec des stock options, etc., parce que voilà, hein, je veux dire, qui c'est qui va payer tout ça? Ben c'est vous, hein, les citoyens, les gens qui payent leurs taxes, les gens qui l'un dans l'autre ne sont pas nécessairement
sans que ce soit une insulte, qui ne sont pas chômeurs. Alors les chômeurs aussi verront leur train de vie diminuer d'autant, hein, il faut pas se tromper. Mais c'est quoi? C'est la deuxième, troisième année de suite, et la question qui se pose, c'est que restera-t-il de la forme de la société que nous vivons actuellement après 4 ou 5 ans d'appauvrissement total? Sans parler, bien entendu, du fait que vous ne devriez pas du tout, mais pas du tout, je veux dire, si vous avez ne serait-ce que l'idée d'avoir peur de ça, c'est évidemment que vous êtes quelqu'un qui n'est pas franc dans vos bottes. Vous ne devriez pas avoir peur du fait qu'il y a maintenant des camps de concentration pour les gens qui sont positifs au Covid en Australie. Voilà, du tout. C'est quelque chose qui devrait même pas vous faire peur, du tout. Mais pas du tout. Je veux dire, c'est parfaitement normal. Ça a toujours été comme ça, hein, admettons-le. De même que on pourrait imaginer que quand on se trouve dans une situation comme celle-ci, on ait un débat de société sur des choses que je ne peux pas mentionner sur YouTube parce que YouTube lui-même est devenu un système, on va dire, liberticide qui a pour but avéré, hein, pour but, ce n'est plus une théorie, ce n'est plus complotisme, mais c'est bien un système de censure des informations qui serait utile, par exemple, à des choses comme, admettons, une certaine pandémie qui a lieu actuellement, et dont on pourrait se dire que, mais peut-être qu'il y a des traitements pharmaceutiques qui ne nécessitent pas de coûteusement injecter l'intégralité de la population avec un système qui est de qualité diverse, quel que soit évidemment celui que vous avez choisi. Certains sont plus efficaces que d'autres. Demandez aux 2 ou 3... vous ne devriez pas vous en inquiéter non plus de voir des athlètes dans la vingtaine avoir des arrêts cardiaques en direct en Ligue première, comme on a eu cette semaine. Il y en a eu un en France, je sais plus précisément dans quel club il jouait, parce que moi, le sport, c'est très flou, hein. Mais bon, tout ça, c'est parfaitement normal, hein. Et je vous souhaite une bonne année. Donc, l'intégralité de tout ceci ne devrait pas vous inquiéter du tout, et ne devrait absolument pas vous mener à avoir peur des gens qui vous dirigent, plus qu'ils vous gouvernent, hein, bien entendu. Ça ne devrait pas vous poser non plus des questions sur le droit à l'autodétermination des peuples, du tout, hein, mais pas du tout. Et vous ne devriez pas non plus avoir peur du fait que les médias ne parlent pas du tout, mais pas du tout. Et vous ne devriez pas en avoir peur du fait que les médias ne parlent pas du tout des nombreuses marches populaires dans les rues contre le pass sanitaire. Vous ne devriez pas en avoir peur du tout. Ce n'est pas du tout comme s'il y avait soudain une sorte de corrélation entre ce qui se passe dans les médias, bien entendu, ce que les gouvernements ont décidé et la manière dont on suppresse l'information. Ça ne devrait pas vous inquiéter du tout. Vous ne devriez pas du tout avoir lu 1984 non plus. Vous ne devriez pas du tout avoir lu La ferme des animaux, où certains animaux sont plus égaux que d'autres, et ont donc droit à plus, même si censément ils le sont, égaux. Vous ne devriez pas avoir peur du tout. Vous ne devriez pas du tout avoir peur du fait d'avoir lu Brave New World d'Aldous Huxley, où les gens sont dirigés par des médicaments qui annihilent leur esprit afin d'essayer de les garder dans une forme de docilité parfaitement acceptable et qui sert bien entendu les intérêts d'un système où l'individualité n'existe plus. Vous ne devriez pas avoir peur du tout de tout ça. Vous ne devriez pas avoir peur du tout. C'est pour ça que je vous souhaite une bonne année. Vous ne devriez pas avoir peur du tout du fait que je vous souhaite une bonne année non plus, d'ailleurs. Hein. C'est une pure politesse. On ne sait jamais que les gens de l'autre côté aient envie d'avoir une bonne année. Je ne vais pas vous empêcher d'avoir une bonne année. Je vous ai souhaité une bonne année, une excellente année. 2022, 2023, 2024, 2025. Elles seront similaires les unes aux autres, vu qu'on a vu que faut pas en avoir peur. La marche du progrès n'est pas quelque chose dont la peur est terrible. Je ne suis pas du tout en train d'enregistrer d'ailleurs ceci dans ma cuisine en portant un paletot parce que le prix de l'électricité et de l'énergie est tel que on essaye d'éviter d'avoir une explosion de la facture l'année prochaine en mettant le thermostat sur 12. Pas du tout. Je fais d'atroces bruits quand je bois du thé. Ce n'est pas quelque chose qui devrait faire peur, mais pas du tout. Alors afin de maintenant alléger l'atmosphère, dont vous ne devriez pas avoir peur du tout. D'ailleurs, tiens, ça me fait réfléchir que j'ai oublié de porter mon masque. C'est terrible, on oublie, on n'a plus l'habitude. Mais évidemment, vu que je suis chez moi, je dois porter mon masque. Donc, il faut se dire d'une manière assez claire que vous ne devriez pas avoir peur du tout de cette forme, de cette planète qui se passe devant. Et pour alléger l'atmosphère, je le répète, je vais vous parler des échecs de cette année en ce qui concerne la chaîne Les Critiques Du. La chaîne Les Critiques Du étant bien entendu cette chaîne que je ne possède pas, mais que je maîtrise, et que si j'arrête de mettre du contenu dessus, après un an, Suzanne Wojcicki, il me semble que c'est ça son nom, la directrice de
le faire comme un Dan Tour de YouTube, décide que je ne la possède plus vu que je ne peux pas prendre un an d'année sabbatique afin de réfléchir à une nouvelle formule et travailler sur des choses. Non, je ne peux pas du tout. Ça ne me fait pas peur d'ailleurs du tout de savoir que l'intégralité des chaînes que je contiens et que je garde en quelque sorte comme des projets, je dois alimenter de temps en temps avec un truc que vous ne voyez pas afin de pouvoir les garder. Ça ne me fait pas peur du tout. Donc, le plan pour cette année, pour 2021-2020, était très différent en ce qui concerne Critique Cruelle. Donc, on avait l'idée de faire une version plus haut budget de Critique Cruelle qui est écrite, dans les grands canons de l'Internet, vous savez, le Snoopy One, l'Angry Video Game Merde, le Jouir du Grenier, tout ça, des chaînes qui ont du succès et une formule, etc. Alors le fait est qu'on avait prévu de commencer avec des vlogs en ville avec peu de moyens, c'est-à-dire qu'on a recruté Pierre, que je salue au passage, qui est un excellent caméraman, un vrai caméraman professionnel, qui se salit à travailler pour le web en quelque sorte, et on le remercie au passage. Et on avait recruté Max, qui est un spectateur, que je salue au passage aussi, que ce spectateur avait décidé qu'il serait judicieux d'essayer de faire quelque chose dans le domaine du cinéma, que voilà, et qu'il nous a donc prêté main forte pour 2 séances de tournage, mais il était censé travailler toute l'année. On avait un plan scénaristique qui était censé arriver à quelque chose de relativement logique. Alors, ce quelque chose de relativement logique qu'on avait décidé d'essayer de mettre en place était un arc narratif qui s'appelait La Guerre des Masques, qui était censé nous tenir pendant toute l'année et prendre fin précisément ce mois-ci, dans un gigantesque effort avec un budget de 5 à 6 000 euros pour un tournage qui était censé vous raconter une histoire. Alors, l'histoire de base, c'est, il y a un type, il y avait soi-disant une direction spéciale des propriétaires nouveaux à la chaîne qui avait décidé de relancer le truc avec un peu de budget. C'était ça le concept, c'est pour ça que vous avez vu, comment il s'appelle, Johan dans un épisode que je salue au passage. Johan dans un épisode ils font mais oui écoute t'as perdu en justice, c'était genre un des premiers épisodes qu'on a tourné avec la nouvelle équipe. J'ai oublié précisément quand ça se passe. Est-ce que c'était un peu avant? Ça devait être aux alentours de Cyberpunk 2077, quelque part comme ça. Donc l'idée c'était simple. Oui, alors on a un type, il est censé bosser avec toi, etc. C'est pour un an, t'inquiète pas, après c'est fini. Vers 2 ou 3 épisodes max, qui joue l'autre masque, qui rebondit d'ailleurs là-dessus sur un angle scénaristique que j'avais mis dans le dernier épisode de Toucheta où on avait enterré le masque, vous voyez, pour pouvoir le désenterrer après. Et il y avait d'ailleurs un teaser, je pense l'épisode Doom Eternal, où je sors d'un tas de feuilles et que ça fait genre le masque est de retour à la vie, donc il y a 2 masques pour le prix d'un, etc. Le concept c'est la guerre des masques. Pendant 2 ou 3 épisodes, il fait genre pareil que moi derrière, alors à la fin on mettait des fakes avec c'était en fait lui qui parlait, mais non c'était moi parce que l'intégralité est sur un lavalier mic que on voit ici, je suis en train de le tapoter afin que ça fasse du bruit atroce. Et donc de manière assez simple, et vers l'été il était censé me casser la jambe, j'étais en train de voir des candidats pour des effets spéciaux After Effects pour casser la jambe. Ensuite je venais ici pendant 2 mois, je faisais du sport, je me récupérais la patte, et je lui pétais la gueule pour de faux dans un épisode à l'Highlander avec un arc. On avait prévu un production block plutôt où on avait 3 000 euros de budget, 3 à 5 000 euros de budget pour louer un hangar. On aurait pris le temps évidemment de construire des trucs parce qu'on l'aurait loué pour plus qu'une journée. Donc on aurait fait des trucs avec des boîtes, on aurait pu sauter dans des boîtes, tomber dans des boîtes, des trucs de base, cascade de base, trucs à la con qui auraient été amusants à tourner. Mais toujours est-il que vers le second bloc de production, Max a eu peur de ne pas pouvoir rentrer chez lui s'il arrivait en Belgique. Et la question s'est posée à un moment, on a refermé les frontières. D'ailleurs, en Europe, on a un principe qui est celui de la liberté des citoyens de bouger entre différents États. C'est un droit inaliénable qui nous est offert par l'Europe. C'est pour ça qu'on ne peut pas sortir de chez soi, sous certaines conditions. C'est parfaitement normal, ça ne devrait pas vous faire peur. Donc, l'intégralité de tout ceci, c'est pour dire que Max, ensuite, il s'est posé des questions avec son job était dur à vivre, et donc il a décidé de changer de taf, il a d'ailleurs mis sa vie dans un bien meilleur état, pour ce que j'en comprends, on parle de temps à autre. Du moins, j'essaye de me renseigner, car on n'a pas envie que ce soit genre, mon Dieu, il est devenu dépressif, et ensuite il s'est suicidé après avoir été dans 2 épisodes de Critique Cruelle, parce que ça fait genre, on ne sait pas qu'on l'ait foutu dans une mauvaise dépression avec cette aventure. Je n'en sais rien, mais je suis prudent. C'est mon côté, je me couvre le cul et ça ne devrait pas vous faire peur du tout. Et que donc, voilà, il va fort mieux, je le salue au passage. C'est quelqu'un de relativement sympathique, il a un bon sens de l'humour. Il a une sale toux, par contre, peut-être parce qu'il vape, je n'en sais rien, mais toujours est-il que voilà, je m'inquiète aussi pour sa santé.
Et de manière assez claire, voilà, Swell nous a fait le plaisir de revenir. Alors Swell, il n'était pas disponible pour travailler sur les vidéos parce qu'il était en train de bosser sur son projet à lui qui s'appelle Rolling Hamster, qui est un One Button Racer qui est sorti sur Steam. C'est une excellente idée. Donc c'est un mélange de Micro Machines et c'est une idée assez novatrice, en fait, un One Button Racer. C'est un truc où l'intégralité est basée sur l'idée d'un bouton, qui est un party game sur PC où 4 personnes peuvent jouer sur un seul clavier. C'est une idée neuve, c'est une idée fraîche, c'est une idée forte. Alors, ça a été réalisé sur un budget minuscule, donc vous attendez pas à ce que ce soit extraordinairement luxueux, mais le titre existe. Vous pouvez chercher, ça s'appelle Rolling Hamster sur Steam. Il est sorti, il est pas cher d'ailleurs. C'est pas un jeu qui va vous durer des siècles non plus, hein, mais si vous avez envie de faire un truc à 4 autour d'un PC qui n'est pas un gangbang, vous avez la possibilité, bien entendu, de jouer à Rolling Hamster. C'est un chouette jeu. Bas budget, hein, je le répète. Donc, lui, il était censé remplacer Max pour genre 1 ou 2 épisodes, et ensuite il est resté pour 4 mois. Ce qui fait qu'on n'a jamais pu faire l'axe où je lui pète la gueule, mais j'ai pas envie de péter la gueule à Swell. Puis Swell, il est genre tout petit, donc c'est l'idée qu'il y a une force mystique maléfique qui habite quelqu'un qui prétend être le masque et que les tailles sont pas du tout rapport, c'est un truc de sketch des inconnus où le type, il est en fait le cascadeur est minuscule, le type il est très grand, un truc comme ça m'a pas plus intéressé que ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour 2022 avec Critique Cruel? Mon plan à moi, c'est genre faire que 2 ou 3 critiques. Je sais pas si Alan Wake 2 sort cette année-ci, mais quand il sortira, je m'en occuperai bien entendu. Elden String, parce que j'en comprends, ça sort cette année. Et vu que j'ai prévu la blague Elden String, je vais en parler, c'est une évidence. Et si La Laine Sauvage 2 sort quelque part, La Laine Sauvage 2, il est évident que j'en causerai. Alors, je sais pas si ce sera pas reporté encore pour l'année prochaine, mais il y a au moins ces 3 titres que je compte traiter dans des critiques. Alors, le fait est qu'en fait, moi, maintenant, au stade où je suis, des critiques, j'ai pas particulièrement envie de m'y attaquer. Et je m'en suis rendu compte quand j'étais en train de bosser sur celle de Shin Megami Tensei 5, qui est un excellent titre, d'ailleurs. Je vous recommande un bref instant. Shin Megami Tensei 5, vous cherchiez un JRPG pour terminer cette année. Il est un peu déprimant, hein. Il est un peu post-apocalyptique, mais vu qu'on est dans une période post-apocalyptique, bactériologique et non pas nucléaire comme celle que je pensais que l'on vivrait, c'est pour ça que j'ai appris le Nanto Seiken. J'étais en train de dire le Nanto Shinken dans ma tête, donc c'est pas bon signe, hein, je suis en train d'oublier mon Ken, le survivant. Et le fait est que c'est un jeu qui dure 72 heures. Si c'est pour travailler 72 heures sur le jeu, plus 20 heures d'écriture, plus 15 heures de montage, donc un budget temporel de 100 heures pour faire 1,6 000 vues, parce que c'est pas un jeu qui est porteur, que les gens ils ont pas un intérêt soutenu pour la chose. Alors je pense faire un petit documentaire, c'est très prétentieux, un petit dossier sur Shin Megami Tensei pour expliquer les choses, mais au moins c'est pas 70 heures de travail. J'ai fini Shin Megami Tensei 5 au fait. Vous pouvez m'envoyer des likes et des super chats pour avoir terminé Shin Megami Tensei 5. Il se trouve que c'est un jeu qui est excellent. Alors est-ce que je préconiserais de jouer à ça plutôt qu'à Yakuza Like a Dragon? Probablement pas, mais je pense que Shin Megami Tensei 5, comme une tentative de relance de la série, est très solide et que ça mérite d'exister. C'est un titre très intéressant et qui aurait probablement pu se vendre un peu mieux, sauf qu'il se vend jamais mieux que Tokyo Mirage Sessions FE, hein, qui était l'autre effort d'Atlus pour la Nintendo Wii U, cette fois-ci, non pas la Switch. Donc voilà. Donc mon plan pour 2022, j'aimerais continuer les histoires qu'on avait dans le domaine de les années des jeux vidéo, 1986 étant la dernière que nous ayons touché. J'aimerais parler de 1987, avoir de la suite dans les idées, c'est toujours utile. Et ça rebondit d'ailleurs, j'en mets partout, sur un concept que j'avais pour la saison d'après du Critique Cruel, que nous ne pourrons jamais faire parce que nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas l'argent. Nous n'avons pas l'argent. Hein. Pour faire quelque chose d'ambitieux, quelque chose qui est classe, quelque chose qui ressemble à ces hits que vous voyez sur Internet, nous n'avons pas les moyens. J'aurais pu avoir les moyens, mais je vais vous avouer que j'ai plutôt préféré assurer ma survie en investissant dans l'immobilier. Hein. Alors, ce qui veut dire maintenant que je suis à vie, avec un emprunt sur le dos que je probablement aurais du mal à rembourser parce que je vous ai rappelé que le coût de la vie avait augmenté de quelque chose comme 6% à 12% cette année et que pour l'année prochaine on a 20% d'inflation du côté des producteurs. Les producteurs évidemment vont vous retaper le coup de votre côté parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ce sont des producteurs, ils sont là pour faire de l'argent, pour peu qu'ils ne fassent pas faillite. Dans ce cas-là on est reparti pour une crise financière de 5 ans, etc., qui cette fois-ci aurait l'air particulièrement bien organisée, cette crise financière de 5 ans, si jamais elle s'avère, et que l'on pense qu'elle sera là en 2023-2024. Si vous lisez les journaux financiers, ceux qui n'ont pas la langue de bois. Soit.
Donc, le plan qu'on avait pour 2022 avec Critique Cruel, c'est un retour d'un concept qui j'ai réalisé autrefois avec la population de... Est-ce que le site existe encore? On va dire qu'avec Yann Reader, fameux vidéoludiste suisse, c'était ça l'idée, ça s'appelait le vidéoludiste. C'était une émission qui était une série documentaire sur l'histoire du jeu vidéo. Alors, mon idée, c'était, on pouvait faire un truc avec, à la Doctor Who avec. Donc, dans ce cas-là, j'avais prévu de construire un TARDIS dans la cave ici. Hein, juste la console et genre 1 ou 2 murs, comme ça vous avez l'effet. Hein. On aurait pris un angle et on aurait fait un TARDIS dedans, qui aurait été minuscule. Alors la blague ça aurait été, ah mais ton TARDIS il est plus petit à l'intérieur. Et à la Doctor Who on aurait fait le tour, genre des carrières, pas des carrières du jeu vidéo, quoi qu'on aurait pu aussi, mais des carrières à Cailloux de Belgique. Fait, ah oui mais évidemment c'est cheap, alors pensez pas Doctor Who période Jodie Whittaker, ce qui est une bonne chose d'ailleurs, vu que la période Jodie Whittaker Doctor Who est à chier, mais bel et bien plutôt la période Patrick Troughton, John Pertwee, donc soit en noir et blanc et on passe en couleur, et soit en couleur et on passe en noir et blanc au fur et à mesure de... Évidemment, je me serais toujours régénéré dans chaque épisode en moi-même, ce qui était le gag qu'on avait prévu. Donc on avait prévu quelque chose, ça aurait été ambitieux, et je suis triste de voir en fait que l'intégralité de mes bonnes idées n'auront jamais lieu parce que je n'ai pas l'argent pour les réaliser. Et que petit à petit, la porte se ferme sur l'idée d'avoir un succès. Hein. La porte se ferme sur avoir le temps de travailler dessus. La porte se ferme sur les envies, même de serait-ce que d'avoir le temps de se fatiguer à essayer, en somme. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Mais ça, c'est la vie. Donc, au fur et à mesure que vous avancez sur le fil de cette timeline qui vous amène du berceau à la mort, les opportunités sont de moins en moins. Les chances de changer les choses sont de plus en plus tangibles, mais de plus en plus futiles. Par exemple, en ce qui concerne, j'ai arrêté de fumer il y a 3 ans. J'ai toujours le nez qui est super encombré tout le temps et une incapacité totale à respirer. Alors, ça n'a rien à voir avec le Covid, hein. Ce n'est pas drôle. Mais que maintenant, donc évidemment, je fais du sport 3 fois par semaine. Est-ce que ça se voit? Ça ne se voit pas. Alors évidemment, quand je porte c'est un manteau très bien ajusté, donc même, on pourrait penser. Mais non. Voilà, tout ça, l'effort pour rester en vie est tangible, il est réaliste, et c'est aussi pour ça que je vous souhaite une bonne année. Parce que je sais que les gens, ils ont beaucoup de choix quand il est question de regarder des chaînes, qu'il y a encore des gens qui regardent les vidéos, et pour être très franc, la raison tangible, la raison factuelle pour laquelle je fais encore des vidéos, c'est que vous les regardez. S'il y avait absolument personne qui regardait les vidéos, j'arrêterais de les faire. Voilà. Alors, un jour, je devrais arrêter de faire des vidéos, parce que le compte du ridicule sera de toujours être et encore, ouais, je suis le masque, et avoir 72 ans, mais voilà, à ce stade-ci, je pense qu'on a encore 1 ou 2 ans à continuer. Je suis très content de vous dire que les statistiques sont plutôt bonnes. Alors, les vues sont pas paraboliques, mais les vidéos, quand elles portent sur un sujet qui est un sujet de société, comme The Last of Us Part 2, et donc, on va dire, certaines influences dans le domaine du jeu vidéo qui sont exogènes. Exogène. Je suis en train de mélanger anxiogène et exogène. Ils sont anxiogènes aussi. Donc des trucs qui sont extérieurs au jeu vidéo, qui s'attaquent au jeu vidéo pour le ronger de l'intérieur et le transformer en une parodie de lui-même. C'était de la Last of Us Part 2, ça a très bien marché. Idem pour Cyberpunk 2077. C'était un des lancements les plus foireux des 10 dernières années dans le domaine du jeu vidéo et la vidéo a très bien fonctionné. Et Resident Evil 8, voilà. Ça a fonctionné parce qu'on avait cette idée de réaliser chez un ami à Pierre qui a un cottage en Brabant wallon qui est pour moins qu'on puisse le dire, pour peu qu'on puisse le dire, qui fait peur. La première chose qu'on a vue en passant, c'est des rats qui se cassent, comme ça. Je me dis, ben ça, c'est un endroit qui est parfait. Alors, regardez, parfait encore plus pour Resident Evil 7 plutôt que pour Resident Evil 8. Mais voilà. Donc, pour le futur, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu une émission de cinéma que je suis en train de monter actuellement, qui est assez ambitieuse. Elle est bien écrite. Alors je pense aussi que le fait qu'on soit passé à un modèle écrit n'a pas aidé la chaîne, dans le sens où ça sonne mieux, d'accord, c'est un peu plus, on va dire, littéraire, je suis pas prétentieux à ce point-là, mais ça sonne mieux. Mais les gens n'ont pas ce côté, oui, le masque il a la tchatch et c'est ça qu'il peut faire, il peut improviser. Les gens ne comprenaient d'ailleurs pas à l'époque que j'ai improvisé, ils pensaient que j'écrivais juste super mal, mais vous voyez la différence, c'est que ça c'est une vidéo où je n'écris pas. Elle est encore vaguement compréhensible, et de l'autre côté, les vidéos qui sont écrites... on pourrait penser que ça a été écrit de manière respectable par quelqu'un qui a fait ses efforts pour essayer que ce soit grammaticalement correct, je n'en sais rien. Mais donc voilà, quand vous regardez les vidéos, les vues sont solides, le nombre de minutes qui sont vues sont très solides. En gros, une vidéo qui marche très bien sur Internet, elle est vue une dizaine de minutes, nos vidéos sont vues 14 minutes, quand ça marche pas mal.
Faut pas penser que PewDiePie, les gens regardent l'intégralité de la vidéo. Hein. Ils cherchent le meme dont ils veulent voir la review, puis après ils regardent la review du meme qu'ils veulent voir dans Meme Review. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que ma chaîne est Shadowban? C'est une question que je me pose depuis des années. Je ne sais pas si je suis assez théoriste du complot pour réellement y penser. Est-ce que c'est pas juste une forme de désaveu du public, que les gens n'ont pas envie de voir ça, qui préfèrent voir des trucs qui sont très bas de plafond, avec les bonnes blagues et les mimes de merde, etc., etc. La question se pose, mais la réalité de la situation, c'est qu'à chaque fois que je sors une vidéo, je perds des abonnés. Mais pas genre 4 le jour même, les gens qui sont mécontents et qui veulent pas voir ça dans leur flux. Hein. J'en perds au moins une semaine, 1 ou 2, toujours le même chiffre, comme si c'était algorithmiquement réalisé. Alors vous savez, il y a des questions qui se posent sur la manière dont les algorithmes fonctionnent sur YouTube. Est-ce qu'il n'y a pas un algorithme de purge des anciens spectateurs? Parce qu'on sait aussi que grosso modo, sur les 16 000, il y en a 6 000 qui sont actifs, grosso modo, hein, maximum. Admettons. Et que le chiffre d'abonnés auquel YouTube nous a placés, c'est 16 067. Précisément 16 067. Quand on dépasse 16 067, le chiffre baisse. Il y a des chaînes comme ça que je suis depuis des années qui sont fixées à un nombre d'abonnés. Je le vois. Par exemple, Comics Matter with Your Boy Zach, qui était autrefois Diversity in Comics, ils sont placés à hauteur de proximité de 100 000 abonnés, pas plus, pas moins. Et seulement 10% de leurs spectateurs sont notifiés du fait qu'il sort des vidéos. Ce qui fait qu'il est très dur pour lui de continuer à faire son espèce de business fondeur, de je fais des mauvais comics frelatés sur Kickstarter, c'est pas sur Kickstarter, sur Indiegogo et des choses comme ça, donc bref. Suis-je maudit? Est-ce que ma chaîne a été marquée pour être effacée? Je n'en sais rien. Ça n'empêchera pas de continuer à essayer de faire quelque chose qui est du domaine, cette fois-ci, plus du documentaire, et on va être prétentieux en disant ça, et du dossier, d'expliquer ce que c'est, en gros, l'histoire du jeu vidéo aux gens, parce que je pense que c'est dans une bonne position pour l'expliquer, hein, parce que je joue, je le rappelle, depuis la fin des années 80, disons le début des années 90, donc beaucoup de l'histoire du jeu vidéo est arrivée en temps réel, en ce qui me concerne, ce qui explique aussi, évidemment, pourquoi j'ai l'air d'un cadavre, hein, toujours et encore et encore et toujours. Et donc voilà, cette vidéo était censée vous mettre à jour vis-à-vis des productions qui sont prévues pour l'année à venir. Vous remercier d'avoir continué à regarder les critiques dues, hein, c'est le nom de la chaîne, les critiques dues. Vous expliquer ce qu'on avait prévu qu'on ne pourra pas faire parce qu'on n'a pas les moyens, hein, des excuses d'ailleurs, qu'on n'ait pas eu les moyens de pouvoir faire ces choses qui auraient probablement pu changer la donne en ce qui concerne la destinée de cette chaîne, et que voilà. C'est une année où le fait de rester en vie sera déjà un succès, à mon sens, et c'est tout le mal que je vous souhaite, d'être heureux chez vous, de ne pas être trop terrifié par les nouvelles, parce qu'il y a souvent un écart entre ce qui se passe dans les nouvelles et ce que les nouvelles peuvent vous dire, et ce que les gens ont décidé que vous pouviez savoir, et décidément ce qui se passe pour de vrai. Il y a beaucoup... on pourrait considérer qu'on est dans une phobocratie plus qu'une démocratie de nos jours, hein. La démocratie n'existe plus, elle a été remplacée par un règne de terreur, hein, une phobocratie. On pourrait considérer ça, mais donc j'espère que chez vous ça va, que les vôtres se portent bien, que vous faites un effort pour les garder en bonne santé, que vous faites un effort pour ne pas tomber dans les lassitudes négatives qui pourraient évidemment baisser votre durée de vie dans cette particulière passe de l'histoire que nous vivons actuellement. Et j'espère que tout ira le mieux possible, en quelque sorte, hein, et que vous n'oubliez pas de bien applaudir les infirmières par la porte à 19h, comme vous l'avez fait de manière hypocrite au début de ce siècle. Maintenant, on est tellement fatigué qu'on ne pourrait même pas espérer, imaginer, retomber dans une forme de symbolisme bête et primaire comme celui que nous avions au début. Donc, restez en vie, je vous laisse avec un peu d'ASMR visuel, et je vous dis à très bientôt, en 2024, pour les critiques du masque, les critiques du masque. Bien entendu, ASMR visuel, si vous savez à qui j'ai volé cette vanne, eh ben, vous êtes un vrai, ok?